présentation de l'expert, exemple de campagne réussie. Après, on va regarder la rétrospective 2022 des réseaux sociaux, en gros les tops et les flops, ce qui ne marche plus du tout. Et on verra 3 stratégies gagnantes pour 2023, ce qu'il faut absolument mettre en place dans toutes nos entreprises, même chez Pilotine, et nos tips bonus. Et pour ceux que ça intéresse et qui restent jusqu'à la fin, je pourrais aussi, en fonction du temps qui reste, vous montrer exactement comment on s'organise chez Pilotine pour piloter nos réseaux sociaux et avoir du coup des leads qui tombent via ce canal-là. Ça pourrait être pas mal. Et donc du coup, notre expert du jour, c'est Benjamin. Donc Benjamin, responsable développement chez Jumpstart Studio. Alors petit spoiler, on est partenaire avec Jumpstart. On a déjà travaillé ensemble sur quelques projets communs, clients communs, exactement, et aussi de la formation. Et donc Benjamin, tu as 29 ans. Ton gâteau préféré, c'est original, ce sont les crêpes. Et du coup, n'hésitez pas à ajouter Benjamin, donc Benjamin Joulot, sur LinkedIn pour ceux qui ne sont pas encore en contact avec lui, notamment si vous avez des questions en lien avec ce webinaire, si vous avez des questions supplémentaires à la fin que vous n'avez pas eu le temps de poser, vous pouvez lui poser en direct. N'hésitez pas à m'ajouter aussi. Moi, c'est Julien Deromo. Comme ça, on reste en contact sur LinkedIn. Et ça va être un bon moyen justement d'aller faire un petit peu de prospection. Exactement. Je te laisse poursuivre, Benjamin, parce que c'est toi l'expert du jour. Nous sommes tout oui pour que tu puisses nous montrer tout ça. Et puis, je n'hésiterai pas à intervenir. Donc, allez-y, poser un max de questions. Comme ça, je pourrai interagir avec Benjamin tout au long du webinaire par rapport à toutes les questions que vous avez. Top. Tu as la parole. Merci Julien, merci pour cette introduction incroyable. Du coup, on va démarrer déjà par présenter rapidement qui est Jumpstart Studio. Donc nous, on est une agence de communication orientée production de vidéos et gestion des réseaux sociaux qui est assez jeune puisqu'on a été créé en 2021. Donc ça fait à peine 2 ans qu'on existe. C'était la continuité en fait de l'activité de freelance de Jordan, qui est le fondateur, Jordan Simon Chopard. Et on peut dire que la croissance a été assez exponentielle puisqu'aujourd'hui, on est déjà une agence de 8 personnes réparties notamment autour de 2 pôles. Donc, on a 4 domaines d'expertise divisés sur 2 pôles. Un pôle qui est tout autour de la production de contenu, donc la création de contenu, et le second pôle qui est la gestion des réseaux sociaux, donc la gestion des contenus qu'on peut créer pour nos clients. Et du coup, ça va être arboré aussi de tout ce qui est le côté influence, ads et également du coup stratégie de communication sur les réseaux et sur la partie vidéo. Donc, on tourne autour de 4 valeurs. Voilà, je pense que c'est des valeurs qu'on peut voir rapidement à l'écran. La réactivité, la qualité, le côté humain. Je pense que là-dessus, on se rejoint aussi. C'est pour ça qu'on s'entend bien avec Julien. C'est parce qu'on apprécie avant tout le contact avec les gens et de passer des bons moments ensemble. 12 moments avec Julien pour ce webinaire. Et également, du coup, la créativité. Top. Le côté humain, très important. Même si on fait du social media et qu'on est derrière un ordi toute la journée, on met en avant surtout de l'humain en général sur les réseaux sociaux. C'est ça. En tout cas, il faut essayer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Un petit zoom sur la partie social media, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse aujourd'hui par rapport au sujet. Donc, forcément, comme on disait, nous, on s'occupe aussi de la mise en place d'une stratégie par rapport aux réseaux sociaux de nos clients. Toute la gestion de leurs réseaux sociaux également. Donc, la gestion quotidienne, la création, la publication, l'animation des communautés. On peut être également amené à faire de la couverture événementielle sur des événements sportifs ou non, pas forcément. Aujourd'hui, on a pas mal d'expérience sur le domaine sportif dans l'événementiel, mais on travaille avec tous les domaines d'activité, donc c'est pas forcément fermé au sport. Et également un petit peu d'influence et d'ads quand le besoin s'en fait sentir. J'ai mis un peu en avant le cas client on va dire, notre client phare sur la partie réseaux sociaux, c'est la Ligue nationale de handball, donc LNH, pour ceux qui ne connaissaient pas le sigle. Donc c'est notre client phare, c'est là où on a les plus gros résultats, en tout cas depuis qu'on travaille avec eux, donc à peu près 1 an et demi maintenant. C'était début de saison septembre 2021 qu'on a commencé la collaboration. Et donc sur Instagram, voilà, on a eu des très gros résultats puisqu'on est passé à plus 83% d'abonnés en à peine 17 mois, donc plus 55 000 sur les réseaux, ce qui est vraiment une très très grosse perf. On a touché plus de 29 millions de comptes et 4,4 millions d'interactions. Alors là, tu me balances des gros chiffres quand même, mais sachez qu'on peut faire quand même pas mal de business avec des stats beaucoup moins impressionnantes. Oui. Mais là, effectivement, vous envoyez du lourd. Là, ça touche du grand public, c'est pas mal. Mais oui, c'est quand même intéressant, comme tu dis, à le remettre devant. C'est que malgré tout, le sport, c'est quelque chose qui draine énormément de data sur les réseaux par la facilité de vidéos qu'on peut faire par rapport à ça notamment.
C'est vrai que, mais malgré tout, on peut faire d'excellents résultats malgré qu'on soit pas dans le sport là-dessus. Il y a pas de C'est souci. ça. Nous, avec nos 512 pauvres abonnés sur Insta, on arrive à faire des trucs. Donc, on va tout vous dire. Exactement. On va tout vous dire comment faire, même avec 500 abonnés. C'est ça. Et du coup, la deuxième partie de ce cas-là, c'est la partie TikTok. Donc, on a lancé le TikTok avec eux. Donc, on est passé de 0. Alors bon, on n'était pas à 0, on était peut-être à, allez, 40 abonnés. Et en 17 mois, on est passé jusqu'à 185 000 abonnés. Donc, pareil, il y a eu plus de 200 vidéos. Une des grosses forces de cette expérience-là, c'est le nombre de vidéos qu'on poste, clairement. Et l'autre point important à noter, c'est que de l'organique, à ne pas confondre avec de l'ADS ou des publications payantes. On a fait tous ces résultats en organique pur et dur. Ouais. Donc voilà un petit peu pour la présentation de Jumpstart et ce qu'on est capable de faire sur les réseaux. Allez, trêve de pub. Passons à la suite alors. Exactement. Nickel. La rétrospective 2022. Donc on va démarrer par les tops. Les tops de l'année 2022, je pense que personne n'a pu passer à côté. C'est l'émergence de TikTok. Bien évidemment, c'était déjà énormément présent sur le côté particulier consommateur. Ça se développe de plus en plus sur la partie marque, société, entreprise. Et au-delà de la percée de la plateforme en elle-même, c'est vraiment l'avènement en fait du contenu vertical. Je pense que tout le monde l'a vu sur ses réseaux, même perso. Le contenu vertical en vidéo, ça a pris une place monstrueuse dans toutes les plateformes. Ça s'est généralisé sur Instagram, Facebook, YouTube. Donc ça a vraiment été quelque chose de très, très, très gros en termes de top pour 2022. Le deuxième top, c'est la percée, on va dire, continue de Twitch. Et surtout, plus globalement, c'est le contenu live qui a fait beaucoup, beaucoup d'écho cette année. Je pense que tout le monde a encore en mémoire le GP Explorer qui a été réalisé par Squeezie. Donc, c'est l'événement qui a ramené le plus de monde sur Twitch depuis la création de Twitch et qui a fait le plus de vues en stream live dans l'histoire du stream. Et de façon générale, parce qu'il n'y a pas eu que ce gros événement, mais de façon générale, les marques se sont quand même pas mal tournées là-dessus. Et c'est un format qui a beaucoup, beaucoup plu aux consommateurs. Et on le verra un petit peu plus tard, on en reparlera. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir garder à l'esprit pour 2023. Un petit peu de teasing. Troisième top, alors, BeReal. BeReal, c'est pas forcément un top en soi pour la gestion des réseaux. On l'a vu, ça a explosé surtout à partir de septembre auprès des particuliers. Mais c'est plus le message qui est mis à travers cette application. C'est la recherche de l'authenticité en fait qu'il y a par les consommateurs, par les utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui a été fort sur la fin d'année 2022 et encore une fois qu'on va retrouver, nous, dans les stratégies à proposer sur 2023 pour nos clients. C'est quelque chose sur lequel il faudra surtout pas outrepasser, quoi. Ah, tiens, petit test en live. Qui Yes. parmi vous est sur TikTok, enfin utilise très régulièrement TikTok ou Twitch ou BeReal? Allez-y, si vous pouvez mettre dans les commentaires qu'on se rende compte un peu si vous êtes plutôt pro BeReal, Twitch et TikTok. Moi, par exemple, TikTok, j'en avais bouffé un bon moment et après j'ai arrêté parce que j'y passais trop de temps, mais c'était Ah, bien. c'est dangereux. Twitch, tu vois, j'ai jamais réussi à m'y mettre. Ok. Je sais pas pourquoi. Et BeReal, j'ai essayé, c'est rigolo. Mais alors, tous les étudiants à qui je donne des cours, ils sont tous dessus. Des C'est fois, un quand truc on de leur fou. montre un truc, hop, ils sortent leur téléphone. Je sais pas ce qu'ils font, mais ça fait du petit BeReal. Mais ça a l'air d'être assez impressionnant. Donc, allez-y, si vous pouvez mettre comme ça nous fera une petite idée. Carrément, carrément. Et ben, en attendant d'avoir un peu de résultats, on regarde les flops. Vas-y. Les flops, donc, forcément, parce qu'il y a eu l'avènement du contenu vertical en vidéo et l'avènement de la vidéo de façon plus générale, le contenu fixe a reçu le contre-coup, hein. Faut pas se mentir que j'ai mis une petite stat derrière, vous verrez, mais sur le contenu fixe, ça a été beaucoup plus compliqué de faire de l'engagement, etc., sur du contenu photo ou graphique, etc. Et le deuxième flop, alors c'est pas forcément un flop, c'est plus une controverse, mais je pense que c'est un point qui a fait énormément de bruit dans la communauté des réseaux sociaux. C'est le changement d'algorithme d'Instagram qui s'est calqué du coup au modèle de TikTok. Et ça pose vraiment de grosses questions pour ceux qui n'avaient pas forcément l'info. Auparavant, Instagram proposait le contenu que l'on suivait, c'est-à-dire que l'on décidait de suivre. Par exemple, je voulais suivre l'actualité de Pilotine, j'allais m'abonner à Pilotine et je recevais, quand il y avait les nouvelles publications, story ou quoi, je recevais le contenu Pilotine. Depuis la nouvelle algorithme, ils ont copié un petit peu l'algorithme de TikTok et Instagram va automatiquement générer et aller me chercher du contenu que j'ai l'habitude de regarder.
Et ça pose vraiment de réelles questions, notamment sur les réseaux et sur les KPI qu'on peut mettre en place, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'abonner pour avoir le contenu dont on a besoin. Et ça veut dire qu'en termes de KPI, il va falloir aussi réfléchir pour les sociétés à se dire: «Est-ce que le nombre d'abonnés va rester le KPI, de référence, ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aller chercher des KPI de taux d'engagement ou de taux d'interaction ou de portée?» Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été amené par le changement d'algorithme Instagram et qui a été un peu controversé pour le coup. C'est ça. Il nous impose un petit peu ce qu'on aime. Exactement, Enfin, c'est moi, par exemple, exactement sur, ça. sur Insta, j'aime bien suivre des gens dans le running, parce que je cours pas mal. Et Ouais, j'aime bien le ski aussi, mais en soi, je voulais pas aller sur Instagram pour voir des trucs de ski. Et au final, le truc a compris que j'aimais bien les trucs de ski, mais j'ai pas envie de perdre du temps en fait avec ça. Mais du coup, je me tape tout le temps plein de trucs de ski. Mais ils sont c'est assez ça. forts, mais d'un autre côté, il y a un côté un peu frustrant. Et en tout Ah, cas, ça dans peut être les, frustrant, ouais. dans les résultats, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns sur aucun des trois, OK. un peu comme moi. Et sinon, j'ai l'impression que c'est plutôt TikTok qui remporte la palme. Et puis, il y, Et a- il y en ouais. a, il y en a qui testent Biril. On est plutôt sur des tests en général de Bah, vidéos. ouais, exactement. Bah, c'est un fonctionnement un petit peu particulier, mais ça a énormément de portée, surtout chez les jeunes, pour le coup, surtout chez les jeunes. Mm. Juste pour appuyer le contenu photo ou le contenu, réel, donc le réel pour, ceux qui ne savent pas, un réel, c'est un format vidéo en format vertical. J'ai screen un compte que je suis et qui a publié cette, statistique-là, qui est le taux de couverture lorsqu'on va poster un réel ou une photo. Et en fait, on voit que sur, 100 000 comptes touchés, bah, tu as 35 000 non-followers qui sont touchés lorsque tu vas publier une vidéo, alors qu'à côté de ça, lorsque tu vas publier une photo, tu as seulement 5 de comptes non-followers qui vont être touchés par cette photo. Donc l'écart est quand même assez immense, et ça veut bien dire que, bah, la vidéo a pris une place qui est monstrueuse sur la partie réseaux sociaux, en tout cas. Ouais, donc il faut oser se mettre en avant ou prendre des super vidéos ou des trucs comme C'est ça. ça, c'est ça. Avant de partir plein but sur vraiment les 3 stratégies qu'il faut adopter pour 2023, je pense que c'est quand même important, alors ça va être la minute un petit peu école, on va essayer de l'animer comme il faut, c'est de rappeler un peu qu'est-ce qu'une bonne stratégie de réseau et comment on construit une stratégie réseau. Bah, une stratégie réseau, ça doit répondre à plusieurs questions. La première, c'est quels sont les objectifs de l'entreprise? Est-ce que c'est un objectif de visibilité, de trafic, d'engagement, de lead, et cetera? Ça, c'est important de le définir. Une Allez, on fois va faire qu'on a l'exemple. Alors moi, c'est génération de leads. génération de lead, OK. Allez. Génération de lead, bah, écoute, derrière cette réponse, on va découler sur la cible. C'est-à-dire quelle cible tu vas viser, par rapport à ton objectif et la génération de lead. Ouais. Alors moi, c'est les responsables marketing des entreprises entre 10 et 200 personnes sur Lyon. OK, parfait. Donc on avance plutôt pas mal dans la stratégie. Derrière, on Allez. va se dire: «OK, par rapport à la cible et par rapport à l'entreprise, sur quelle raison on va essayer d'aller communiquer?» Donc tu m'as Yes. dit que toi, ta cible, c'était quoi déjà, Julien? Les responsables marketing à Lyon dans des boîtes entre 5 et 200 personnes. Et alors, OK. pour les réseaux, qu'est-ce que tu me préconiserais alors? Alors moi, je te préconise déjà de ne pas faire de la présence à tout prix comme je l'ai noté, c'est de ne pas Ouais. viser tous les réseaux, parce qu'il faut être sur tous les réseaux, c'est pas vrai. Le but, ça va être de cibler. Donc là, vu ta cible, moi, je te conseillerais surtout d'aller sur LinkedIn Mhm. avant tout. Et si tu as une image, enfin une identité visuelle forte à proposer, ça va venir compléter un petit peu cette partie-là, quel contenu publier. Mais si Mhm. tu as une identité visuelle forte, ça va être aussi d'appuyer le message, notamment par Instagram. Ouais, Parce ouais, que t'es trop Instagram, en fort. termes, Donc nous, en c'est termes de visuel. LinkedIn principalement. Instagram, en fait, ça permet de rassurer les clients sur le fait qu'on fasse des choses jolies et tout ça. Donc on se doit d'être présent pour montrer ce qu'on sait faire dessus. Et en dernier, Exactement. on a YouTube, puisqu'on crée énormément de contenu vidéo aussi, qu'on pourrait facilement recycler, je pense, sur TikTok, des trucs comme ça. Mais là, c'est Bah par ouais, manque de temps. Donc comme tu ouais, le il dis, il faut faut du pas être temps. présente partout non plus à tout prix. Mais nous, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube. Ouais. Bon, bah, top. On en avait 2 sur 3, on est pas mal. C'est bien. Derrière, la question à se poser, ça va surtout être: comment j'anticipe mon contenu? Souvent enfin, c'est un peu comme les résolutions de bonne année, les réseaux sociaux. Si on a tendance à se dire: «Allez, c'est parti, je me lance cette année, je fais les réseaux et puis je démarre», et puis on va commencer 1 ou 2 semaines à le faire, et au final, si on prend pas le temps d'anticiper son contenu, de créer une base de données, et cetera, on va vite se retrouver au bout d'une semaine ou 2 à avoir un jour ou 2 où on va être pris et à pas pouvoir publier. Et les réseaux, c'est comme le sport, une fois qu'on l'oublie 1 ou 2 fois, bah, ça tombe dans l'oubliette et on a tendance à passer à côté. Donc construire vraiment
un contenu, une base de données de contenu et le programmer dans des calendriers éditoriaux. Yes. Et bah pour ça, si vous voulez, à la fin, là, dès qu'il nous reste du temps, je pourrais vous montrer exactement notre calendrier éditorial. Vous allez voir, Ouais, ça peut effectivement, être il intéressant. y a du taf derrière. Il y a une personne chez nous qui s'en occupe, qui est en alternance, qui est tip top, qui s'appelle Romain. Et je pourrais vous montrer un peu son taf à la fin pour que vous puissiez vous en inspirer. Top, ce sera cool. Et la dernière question, ça va être comment je contrôle mes résultats. Donc tout de suite mettre en place quel KPI je prends. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que je prends le nombre d'abonnés ou pas? Est-ce que je prends le taux d'engagement, la portée, et cetera? Et s'entourer un petit peu d'outils d'analyse, pour pouvoir, contrôler un petit peu justement ces résultats-là. Et forcément, tout l'ajustement de la stratégie qui en vient derrière. Alors j'ai fait une petite référence à Pilotine, tu vois? Je me suis amusé. J'ai créé un petit visuel bateau, ambiance mer, océan. Nickel, tu l'as super bien réussi. On s'y C'est beau, croirait. c'est clair. Heu, Ce qui est super important, c'est qu'une stratégie réseaux sociaux, elle est forcément liée à une stratégie de contenu. Si on fait le parallèle avec ma petite image, la stratégie de contenu, ça va être l'ancre et la stratégie réseau, ça va être le bateau. Et clairement, la stratégie de contenu va permettre vraiment de venir s'ancrer dans les réseaux et ancrer vraiment le message qu'on a à faire passer à travers les semaines et à travers notre communauté. Parce que si on n'a pas de stratégie de contenu, on a beau publier et cetera et pas trop savoir ce qu'on va mettre en avant, on va vite perdre notre cible, on va vite perdre notre objectif et les vagues là qu'on voit arriver sur le côté, elles vont vite faire un peu chavirer le bateau derrière. Ouais, c'est très belle analogie, bravo, très belle métaphore. Mais nous, de notre côté, effectivement, pendant pas mal d'années, on se disait, allez, on va faire du Facebook, du machin, et à chaque fois, on avait une stratégie en particulier pour chaque réseau, avec un contenu en particulier. Et laisse tomber, on perdait un temps de fou. Alors que maintenant, on essaie plutôt de travailler notre contenu d'abord et après de dire, et comment on va pousser Oui. ce contenu-là sur chaque réseau social. C'est bien. Ouais, c'est intéressant. Dans tous les cas, il y a pas de bon ordre ou de mauvais ordre. Le but, c'est de trouver un fonctionnement qui va aux personnes qui travaillent dessus, quoi. Donc voilà, il faut faire aussi effectivement attention au contenu qu'on va publier et cetera. Mais le but, ça va être d'illustrer notre message pour accompagner la présence. Pour terminer, donc c'est presque un petit tips là que je donne, mais c'est que la première vraie stratégie gagnante, c'est de se tenir à cette stratégie. Encore une fois, c'est comme les résolutions de bonne année. Si on se dit, «Je fais du sport cette année» et qu'on le fait, 6 fois, la première semaine et puis 0 fois les semaines qui suivent, ça a aucun intérêt. Donc j'ai mis une petite citation qui est intéressante, donc je vais la traduire pour tout le monde, mais: «Sans engagement, sans motivation, on ne démarre jamais, mais plus important, sans consistance ou sans persistance, on ne finit jamais». Et c'est assez bien illustré par ce schéma-là, heu, où l'on voit à gauche un effort qui va être fait de façon intense mais peu répété et qui finalement va apporter des résultats à très court terme et surtout qui ne tiendront pas la longueur. Alors qu'à droite, on va monter marche par marche pour pouvoir atteindre notre objectif tout en haut de l'escalier. Et elle est top aussi ce petit dessin parce que en Ouais, fait à gauche moi par exemple ça c'est ma propre stratégie personnelle avec mon compte LinkedIn où OK. des fois je vais être chaud patate et pendant un mois je sais pas pourquoi je vais trouver du temps pour faire des posts, je vais trouver des idées de contenu machin et en fait, bah, effectivement, des fois, tu as des trous, manque de motivation, où tu es concentré sur d'autres sujets C'est parce qu'il y a ça. le feu dans la boîte, bah, du coup, tu dois t'organiser là-dessus. Alors que via le compte de Pilotine, et ça, c'est une nouveauté depuis un an ou deux, bah, on a cette consistance-là et les résultats, ils sont vraiment tip-top. Mais voilà, faut qu'il y ait une personne qui s'en occupe un petit peu plus, quoi. Enfin, Ouais, il faut trouver une ouais, cadence, on va dire. clairement. Ça c'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça vient peut-être du fait aussi que, tu vois, pour Pilotine, vous prévoyez comme tu disais, tu prévois tes calendriers édito à l'avance. Alors qu'en perso, peut-être que tu le fais pas toi de ton côté, je sais pas. Et ben, ça va être le sujet. On en parle avec Romain justement en ce moment. Ça va être le sujet d'avoir un petit planning édito Yes, pour moi-même. Ouais. très bonne idée. OK, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Stratégie numéro 1, du coup, la vidéo et le snack content. On l'a dit, ça a été un avènement pour la vidéo en 2022 et c'est quelque chose qui va perdurer, on en est tous certains, sur 2023, en tout cas chez Jumpstart. Parce que la vidéo, il suffit de prendre quelques chiffres et de les mettre en avant. C'est 82 du trafic mondial sur internet. Alors forcément, tu vas me répéter aussi, je pense que c'est un truc aussi à mettre en avant, c'est que la vidéo, ça pèse beaucoup de data. Donc forcément, quand on va faire de l'upload ou du download de vidéos, ça va rentrer en compte là-dedans. Mais malgré tout, ça a une place qui est prépondérante dans le trafic de données. Mm. Heu,
Il n'y a pas que C'est des plus vidéos très catholiques non plus là-dedans, je pense, ouais. mais ça pèse pas mal, ouais. Tu as une anecdote à donner, Julien? Non, 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 je m'arrêterai là. C'est plus de 11 heures de visionnage par semaine. Donc là aussi, on compte également toute la partie streaming, qui peut être liée à Netflix ou quoi. Mais quand on le met en corrélation avec la moyenne d'heures passées par jour sur les réseaux, je ne sais pas si tu es au courant, Julien, mais on passe 2 heures, presque 2 heures et demie par jour sur les réseaux en 2022. Donc Mm. si tu le fais fois 7, finalement, les 11 heures, on n'est peut-être pas si loin de ça, de les passer sur les réseaux. On y est vite, ouais. Ouais, Quelques minutes par-ci, par-là, ça va très très vite. exactement. Et la troisième data à mettre en avant, c'est que en 2023, 91% des marketeurs envisagent l'utilisation de la vidéo. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par, je crois que ça s'appelle WeWolf, et qui met en avant le fait je crois qu'il y a 5% de plus qu'en 2022 de marketeurs qui envisagent d'utiliser la vidéo. Donc, on a la quantité, effectivement, c'est bien, mais les résultats, qu'est-ce que la vidéo vraiment apporte derrière? Bah, la vidéo, c'est quand même sur les réseaux. Là, on parle vraiment pur réseau. 30% d'interaction en plus par rapport à vos contenus. Donc, c'est la stat au final qu'on a vue tout à l'heure. C'est 1200% de partage en plus. C'est-à-dire que quand vous allez poster une vidéo, parce qu'on peut facilement recliquer dessus, la partager avec ses amis, etc., l'envoyer en message ou quoi, c'est un contenu qui est partagé 1200% de fois de plus. C'est huge. C'est improbable. Ouais. C'est improbable. Et une autre stat qui est hyper importante et hyper forte en termes de message, c'est que 89% des utilisateurs affirment que la vidéo les a convaincus d'acheter un produit ou un service. Donc là, ça veut vraiment dire que la vidéo, elle a un vrai pouvoir décisionnel pour les cibles qu'on va chercher à toucher derrière. Mm. J'ai une petite théorie aussi sur le sujet là, de Ouais. ces stats. Je pense que quand on fait une vidéo, Mhm. on est forcément beaucoup plus sur de l'humain. Parce qu'en fait, Oui. quand on travaillait sur les photos avant, il y avait tellement de gens qui allaient sur Adobe Stock, sur toutes les banques d'images là, avec des Ouais, gens un t'as peu tout raison. pourris. Alors qu'en vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Ou en tout cas, les gens savent pas comment aller. Enfin, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, les gens sont plus sur des vidéos très humaines. Ils se mettent en avant. On est beaucoup plus sur du personal branding. Et je trouve que le contenu, en fait, on se force à faire un contenu beaucoup plus intéressant en vidéo parce Oui. que c'est plus compliqué que d'aller copier-coller un truc sur Adobe Stock. Donc, avec les photos, on avait tellement de trucs pourraves en fait prêts à l'emploi, alors qu'en vidéo, on est obligé de faire un vrai contenu et du coup, ça nous force à faire de la qualité. Donc je pense que c'est aussi ces stats, c'est pour ça qu'on arrive sur ce genre de stats aussi. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Tu as totalement raison. C'est un vrai boulot et je pense qu'effectivement, les gens, quand ils investissent, ce soit en interne ou en externe, quand ils vont faire appel à des prestats, quand ils s'investissent dans la vidéo, ils vont être aussi beaucoup plus regardants parce qu'une base de données photo, on peut vite, comme tu disais, en trouver soit des toutes faites, mais qui donnent pas beaucoup d'engagement, ou soit en trouver aussi datant de X années ou X mois qu'on va réutiliser à foison, à foison. Mmh. C'est une bonne remarque, ouais, tu as raison. Donc, on a la quantité, on a la qualité. Maintenant, comment on l'utilise et par quel réseau? Donc, j'ai retiré une petite étude qui a été réalisée et remontée par le blog du modérateur. Moi, j'aime bien ce site parce qu'ils font toujours des contenus assez intéressants. Donc, c'est le classement des réseaux sociaux préférés des CM en 2021. Donc, il y a un an, grosso modo, un an et un mois. C'est Facebook qui tenait la dragée haute avec 85%, suivi d'Instagram et LinkedIn. On voit que TikTok était vraiment loin derrière, puisque je crois qu'il était à la 7e place avec 17% des votes, enfin de préférence de vote. Et quand on le compare avec celui de cette année qui vient de sortir, là, pour 2022, on voit que ça a quand même pas mal bougé avec Facebook qui a eu quand même un gros recul, puisqu'il s'est fait dépasser par à la fois Instagram et LinkedIn, et TikTok, comme on le disait, qui a eu une percée vraiment fulgurante, c'est-à-dire qu'il est passé à la fois devant YouTube et à la fois devant Twitter et Pinterest. Ça, c'est intéressant de le mettre en avant parce que malgré tout, ça montre un petit peu sur quel réseau vont les consommateurs. Parce qu'au-delà de la plateforme préférée des CM, généralement, les CM, s'ils font bien leur taf et qu'ils ont bien fait leur analyse au départ, ils savent sur quel réseau aller chercher leurs cibles. Donc, ce qui veut dire que les cibles prioritaires ont été sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook un petit peu moins, mais toujours quand même assez présent, et également sur TikTok qui a eu une grosse percée. Mmh. Mmh. Si on fait un petit zoom sur la publication de la vidéo, c'est-à-dire les plateformes préférées des community managers pour publier des vidéos, donc on retrouve toujours Instagram en numéro 1,
pour le coup, Instagram, ça reste quand même la référence des réseaux sociaux hein, sur 2022 et je pense que ça le restera peut-être à la bataille avec TikTok sur 2023. Et malgré tout, on a Facebook qui revient là. Donc, il y a différentes questions moi que j'ai posées par rapport à ça. On pourra peut-être en discuter ensemble, Julien. La première, c'est TikTok seulement au final en 5e place, parce qu'on n'arrête pas de dire TikTok, c'est les vidéos, c'est les vidéos. Et finalement, on voit qu'il est uniquement en 5e place. Je pense que c'est intéressant de le remettre malgré tout en parallèle du fait qu'aujourd'hui, oui, ça devient une plateforme hyper importante pour n'importe qui, que ce soit en particulier. Mais par contre, pour les marques, pour les entreprises, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Et tu as quand même pas la majorité des marques qui sont aujourd'hui présentes sur TikTok. Donc forcément, la majorité des CM ne seront pas à voter pour TikTok. Ouais, c'est plutôt des influenceurs jeunes sur TikTok qui sont pas Oui, considérés comme des community managers, alors que le community manager, soit en alternance, en CDI, dans des boîtes ou je ne sais quoi, bah, en général, effectivement, il va travailler plutôt enfin, voilà, il va travailler plutôt avec des outils adaptés à plus de monde, à une cible plus large. Et du coup, c'est vrai que TikTok reste assez confidentiel sur les sujets des entreprises et c'est plus des c'est ça. influenceurs. Et nous, bah, par Mais exemple, ouais, les vidéos, on en met pas mal sur Insta, sur YouTube et LinkedIn. Après, ce que j'aime bien, ok. enfin, Insta, du coup, j'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir une grosse régularité. Alors, ce qui est bien Oui, avec YouTube, c'est une fois que tu as posé ta vidéo, putain, après, elle peut avoir des retombées, même encore 3, 4 ans après. Alors qu'Instagram, avec ton petit Reels, 2 semaines après, c'est fini, quoi. ouais, bah, on est vraiment sur la publication en masse. Voilà, la Mm. plus haute fréquence sera la meilleure dans tous les cas. Et ça, c'est de façon générale, à toutes les plateformes du moment que tu utilises le format court. C'est-à-dire que tu donnais l'exemple de YouTube, mais aujourd'hui, YouTube, tu postes un short, ça va être exactement le même phénomène. L'algorithme va travailler pour le faire remonter au départ, tester s'il va marcher ou pas. S'il marche pas, il va retomber derrière un peu aux oubliettes, quoi. Donc c'est Mm. vrai que le format court est poussé par l'algorithme et du coup, peut aussi être vite oublié par l'algorithme. La deuxième petite question qu'on peut poser par rapport à ça, c'est le paradoxe Facebook parce que, bah, malgré tout, ça reste tout le monde parle du déclin de Facebook et cetera, mais ça reste quand même, la deuxième plateforme préférée pour publier des vidéos parce que malgré tout, il faut pas oublier qu'il y a, plus de 2 milliards de personnes sur Facebook. Ça reste la plateforme où il y a le plus d'abonnés. Alors certes, la cible n'est pas la même, mais il y a quand même énormément de gens qui sont sur Facebook et d'autant plus que si on regarde du côté des ads et de la promotion payante, c'est la plateforme qui a les meilleurs résultats en termes de retombées pour faire de l'ads. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper important pour les community managers quand ils veulent sponsoriser de leur contenu et leur message. Mm, mm, mm. Effectivement, quand tu as un tunnel de vente assez clair, faire de la pub sur Facebook, c'est pas mal. Je sais que nous, on fait pas du tout de pub, donc Facebook, on le délaisse carrément. Mais si je dis OK. pas de bêtises, et Romain pourra le confirmer dans les commentaires, je crois qu'on rediffuse, mais c'est vraiment un bon gros copier-coller, quoi, une fois par semaine, quelque chose sur Facebook, Ouais. histoire d'avoir de la présence ou autre. Mais c'est vrai qu'on y investit très très peu de temps, quoi, et d'énergie. Oui. Bah, c'est généralement un peu ce qui se passe, hein. Les gens aujourd'hui vont plus faire du copie-colle, Insta, Facebook et puis, pour dire voilà, on garde la présence au cas où les cibles un peu plus âgées, viennent nous voir sur Facebook, mais rien de plus. Mm. Et YouTube frappé par le snack content parce que donc le snack content, c'est vrai qu'on l'a pas redéfini, mais c'est un peu le produit d'attrait en vidéo pour, emmener la personne à aller rechercher plus de contenu sur le compte. Donc c'est généralement les reels, les shorts sur YouTube ou les vidéos courtes, sur, Facebook. C'est ça qu'on peut appeler le snack content. Et donc il y a eu quand même une grosse retombée de YouTube, moins 12 parce qu'ils ont mis quand même pas mal de temps à s'adapter, tu vois, à tout ce marché des vidéos courtes. Mhm. Ils ont mis du temps à réagir. Alors sur la fin d'année, ça va quand même beaucoup mieux. Les shorts commencent à vraiment énormément fonctionner et je pense qu'il va y avoir un gros rebond de YouTube sur 2023. Mais c'est vrai que du coup, ils ont payé un petit peu ça sur 2022, leur retard à l'allumage par rapport au contenu court. Bon, bah, tu vois, nous, pour le coup, on fait 0 short sur YouTube. Donc, Ouais, je pense à tester. On va faire des petits tests cette année, là. ouais, complètement, ouais. Je pense que sur 2023, il faut garder le contenu court sur la vidéo, ça c'est hyper important. Vraiment garder le contenu court et moi je pousse vraiment les marques, allez-y pendant que c'est encore temps, dans le sens où il y a encore pas vos concurrents qui sont beaucoup sur place, mais allez chercher du TikTok et allez développer le contenu TikTok parce que ça va encore plus exploser, ça va pas s'arrêter là Mhm. pour 2023. Ok. Et donc après, bah, par contre, sur le format, là, on va garder une certaine régularité sur 2023. C'est-à-dire qu'on va devoir
forcément adapter le format. Donc, alors je vais pas faire la liste de tous les formats, mais d'adapter son format sur Instagram, Facebook, YouTube et LinkedIn par rapport à la vidéo qu'on veut venir poster. Donc, on peut sur des posts un peu plus dans le feed, des posts un peu plus longs, on va pouvoir plutôt orienter sur du 4/5 pour Instagram. Par contre, dès qu'on va passer sur du format court, donc les reels, là, on reste sur du 15 secondes. Idéal, vraiment maximum, c'est du 15 secondes. On va être grosso modo sur la même chose sur YouTube et Facebook sur la partie courte vidéo, donc reels, shorts, vidéo courte pour Facebook. Et par contre, sur la durée un petit peu, enfin sur la vidéo un peu plus longue, ça va être modifié légèrement entre Facebook et YouTube. C'est là où il y a vraiment une grosse différence. Je pense que toi, tu le vois sur YouTube. L'idéal, voilà, c'est du contenu. Allez, 10, 15 minutes. Après, on peut poster plus, on peut poster moins, mais ce qui va vraiment fonctionner sur YouTube, ça va être des épisodes de 10 minutes, grosso modo. Ouais, bah nous on met des webinars d'1 heure, donc Ouais, c'est long, j'ai vu ça. mais c'est ceux qui fonctionnent le plus parce que du coup on Ouais, a énormément travaillé le contenu. En fait, YouTube, dès que tu dépasses les 10 minutes et que les gens restent, du coup il met quand même en avant dans son algorithme ta vidéo. oui, Mais on a aussi les vidéos dont on n'a pas trop fait la promotion, mais qui étaient voilà 5-10 minutes où le contenu était aussi quali. Au final, c'est celle qui dure le plus longtemps sans faire d'effort. Donc je pense effectivement 10 minutes, c'est pas mal quoi. ouais, 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 ouais. Mais après, effectivement, du moment que ton compte. Et puis après, ça dépend toujours de la cible à laquelle tu t'adresses. Mais un webinar, c'est pour des gens qui vont avoir envie de se former sur un concept ou sur une idée ou sur des stratégies pour les réseaux, comme on le fait aujourd'hui. Donc forcément, ils sont plus à même aussi à rester plus longtemps sur une vidéo comme ça, vu que c'est dans un acte de formation au final. Et malgré tout, il faut quand même pas oublier, pour conclure un peu sur la partie vidéo, c'est que, OK, le snack content, la vidéo courte, c'est ce qui va énormément fonctionner, mais il faut pas, se concentrer uniquement là-dessus. Encore une fois, la variété, elle fera la richesse et il faut utiliser les différents formats et les différents réseaux qu'on aura ciblés dans notre stratégie pour pouvoir toucher différentes personnes à différents endroits des réseaux. Parce qu'on va pas toucher le même type de personnes dans la catégorie, reels que dans la catégorie du feed, par exemple. Donc, Yes. varier les formats. On passe à la deuxième stratégie, le User Generated Content. Heu, alors le User Generated Content, déjà, qu'est-ce que c'est? Pour définir ça, grosso modo, on va faire simple, ça va être le contenu que va créer le consommateur ou l'utilisateur et qui va le remonter et être réutilisé par la société ou l'entreprise derrière. Donc j'ai mis 2 exemples pour pouvoir être un peu plus, illustratif. La Croix-Rouge qui le fait beaucoup, c'est-à-dire, par exemple, on a mademoiselle Laetitia-IO, je crois, ou LO, qui a, fait une photo en story en remerciant, la Croix-Rouge et cetera. Et bah, la Croix-Rouge va utiliser ce contenu-là pour le remonter, elle, dans sa communication. Ça, c'est purement de l'user generated content. D'autres exemples, par exemple, avec Starbucks, Pomeo ou Pomeo Paris, a fait une petite story avec son café qu'elle vient d'acheter et Starbucks le reprend en rajoutant un petit message au-dessus pour élargir aussi et faire passer un message au reste de sa communauté. Donc ça, on est vraiment dans le pur user generated content, mais ça peut aussi passer par d'autres canaux. Ça peut être les avis clients que va faire remonter une marque. Ça peut être les commentaires que va laisser les utilisateurs dans les posts ou dans les stories et cetera. Ça peut être, les messages en privé que va laisser l'utilisateur à la société ou à la marque. Ou ça peut être aussi à travers des jeux participatifs. Tous ces aspects-là où on va faire intervenir le consommateur ou l'utilisateur pour créer ou pour répondre à du contenu et qu'on va réutiliser derrière, ça rentre dans ce qu'on appelle l'UGC. Et là, en fait, ce qui est un peu tout con, c'est que parce qu'il y en a plein qui se disent mais comment comment pouvoir générer tout ça? Mais le plus simple souvent c'est de demander aux gens, demander qu'ils laissent des avis clients, Exactement, demander, poser une question, comme ça ils vont laisser des commentaires et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça exactement. fonctionne énormément. Moi-même, des fois quand je regarde voilà des sportifs qui remettent des commentaires qu'ils ont reçus ou des trucs comme ça, en soi ils créent du contenu, mais tellement facilement avec ça. Et tu Bah, vois, je c'est pense ça. qu'on pourrait l'utiliser encore plus, parce que nous on a plein d'avis clients, on a plein de commentaires, on a plein de messages. Et je trouve qu'on l'utilise pas encore assez. Donc, petite note à moi-même, on va utiliser un petit Exactement. peu plus ces éléments-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais après, tu vois, c'est assez normal aussi parce que malgré tout, le mode de diffusion, il a quand même évolué. C'est quand même quelque chose qui est
assez nouveau. En tout cas, ça existe peut-être depuis un petit certain temps, tu vois, de republier des stories ou quoi, mais vraiment de poser des noms dessus et une stratégie derrière, c'est quelque chose qui est quand même assez récent et qui se démocratise au fur et à mesure des années. Mais si tu Mm. regardes un peu l'avancée des modes de diffusion, donc c'est ce que j'ai un peu représenté là, donc on va dire avant-hier, c'est-à-dire il y a quelques années, c'était, on avait une foule de gens, d'utilisateurs des réseaux, qui se trimballaient sur leurs comptes, toutes les marques qu'ils voulaient suivre, regarder, et cetera. Et puis on avait l'entreprise qui, allait diffuser du contenu, directement par sa voix pour capter au sein de cette, communauté-là, peut-être que, 5-6 personnes qui seraient touchées par cette cible. Du coup, bah, on avait des messages qui étaient uniquement descendants, avec une visée très, très large pour toucher au finalement, bah, seulement quelques personnes au milieu de cette cible-là. Et puis, bah, il y avait très, très peu, voire même, quasi aucune interaction entre, bah, l'internaute ou le client et l'entreprise en elle-même. Heu, Ce qui s'est passé, c'est que, bah, du coup, je pense que tout le monde est un peu au courant de comment ça se passe aujourd'hui et comment ça s'est passé quelques années en arrière, c'est, l'utilisation du marketing d'influence avec tout le système d'influenceurs. C'est-à-dire qu'on va voir la société qui va, déléguer son message à une personne qui va représenter la société et qui va diffuser son message directement à une communauté qui aura été ciblée en fonction du besoin de persona à toucher par la société au final. Donc on a des messages qui sont OK descendants, mais par un porte-parole et du coup qui est beaucoup plus proche de la réalité de ce qu'a besoin la société en termes de consommateurs et de cibles touchées. On a un message qui est ciblé sur la communauté, comme on le disait, de l'influenceur et surtout, on a une proximité qui commence à être déjà un peu plus importante entre l'entreprise et sa communauté. Parce que la communauté a l'impression au final que la personne fait partie un peu de la société, l'influenceur, et qui rentre comme ça un peu en contact avec la marque. Mm. Moi, j'aime bien parler souvent de preuves sociales aussi. Plutôt que ce soit la boîte qui dise on est les meilleurs, quand quelqu'un d'autre dit cette boîte c'est la meilleure, en général, on a encore plus confiance, c'est pas mal. Et exactement, exactement. En termes de confiance, c'est une portée qui est encore différente. Et, et justement, si on reprend un peu ce côté confiance, ah bah, c'est ce qui va se passer aujourd'hui et je pense, en tout cas nous, c'est ce qu'on a mis en avant dans cette stratégie-là, c'est en 2023 comment ça va fonctionner. C'est que la communauté de la marque ou de la société qui utilise des produits va créer du contenu en taguant la société et que la marque va pouvoir tout de suite réutiliser sans aucun effort pour aller captiver d'autres communautés, d'autres audiences et surtout qui va apporter un message de crédibilité qui sera tout autre parce qu'elle viendra, comme tu le disais, de l'utilisateur en lui-même. Et ça portera une crédibilité encore plus haute que l'influenceur parce que l'influenceur, malgré tout, il est rémunéré pour ce partenariat-là. Il y a quand même eu pas mal de frasques qui ont remis un petit peu en cause la crédibilité de l'influence. Par ce mode de fonctionnement-là, l'utilisateur, lui, il a rien à gagner, mis à part voir son nom apparaître sur une story. C'est tout ce qu'il a à gagner. Donc, s'il donne le message, c'est que le message est vrai. Mm. Oui, ça fait un peu d'ego, c'est pas mal, mais c'est Ouais, vrai que quand on est utilisateur, qu'on met un petit commentaire et que la marque reprend son commentaire, en général, on est super content, quoi. Donc en plus, ça fait ben, plaisir à nos utilisateurs. Donc, pourquoi se priver, hein? On se crée du contenu gratos, on fait plaisir à notre c'est clair. consommateur ou notre client, donc c'est gagnant pour tout le monde, quoi. C'est du tout en un. Donc, on a des messages ascendants cette fois-ci et non plus descendants. On a un message fait par le client et au final, c'est un peu fait par le client pour le client, tu vois? On peut reprendre un peu ce vieil adage qui est souvent fait, mais c'est pour le coup assez vrai et surtout là, on a une hyper proximité et un sentiment d'appartenance, tu le disais, de l'utilisateur qui est Carrément, super fort, super fort. carrément. Alors du coup, bah, on l'a un petit peu dit là, mais pourquoi est-ce que l'UGC est si important? On va démarrer par la stat, c'est que tu le disais tout à l'heure par rapport à la confiance, c'est que 92 des gens ont plus confiance dans du contenu relayé par l'utilisateur que par le message relayé par une publicité au final. Ce qui paraît assez logique, mais malgré tout, c'est toujours important de le remettre en avant. Et que l'UGC, bah, ça possède plusieurs avantages. On gagne en crédibilité, en authenticité parce qu'on fait confiance aussi à notre communauté d'utilisateurs. Donc, ça montre aussi qu'on a confiance en ce qu'on vend et qu'on n'a pas peur de faire parler nos utilisateurs. On développe le taux d'engagement parce que les gens vont produire et envoyer du contenu. Donc, en termes de retombées sur les réseaux, c'est hyper intéressant pour les KPI notamment. On accroît sa visibilité et comme tu le disais, il y a une vraie économie de coût parce que, bah, on va créer du contenu sans rien faire au final. On n'a pas besoin de passer du temps sur la créa de contenu pure et dure. Alors sans rien faire. Je pense que tu m'as compris, Julien, et je pense Bien que tout le monde sûr. m'a compris.
Exactement. Euh, et ça va surtout permettre de répondre aux 2 objectifs visés pour les réseaux en 2023 par les entreprises. Donc ça, pareil, c'est une étude qui a été faite. Les entreprises vont chercher d'abord à augmenter la notoriété de leur marque pour 80% d'entre elles, et ensuite également à augmenter l'engagement envers la marque pour 60% d'entre elles. Et Donc, l'engagement est de plus en plus important, donc prendre en exactement, compte. exactement. Et par cette UGC, on pourra y répondre beaucoup plus facilement à ces objectifs. Ok. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu pour le dernier, parce qu'il Yes, y a plein de questions, donc pas de comme souci. ça tout le monde. Mais je Alors, te laisse terminer, hein. Vas-y, vas-y. ouais, ouais. Donc la troisième stratégie, du coup, c'est ce que j'ai appelé la stratégie par proximité, authenticité et responsabilité. Donc la proximité, forcément, les consommateurs, ils en veulent toujours plus, on l'a dit tout à l'heure, et d'où l'UGC. C'est que l'utilisateur, il va vraiment chercher à obtenir un sentiment d'appartenance à l'entreprise et un sentiment d'accompagnement. Donc il veut faire partie des équipes, il veut comprendre le fonctionnement de la boîte pour se dire: «OK». C'est un peu le système tu sais, des entretiens d'embauche qui sont un peu inversés dernièrement. C'est la personne qui doit se faire embaucher qui teste un peu le recruteur, voir s'il mérite d'être embauché. Bah, là, c'est un peu pareil entre l'utilisateur et la marque. Est-ce que la marque mérite que je m'intéresse à elle et que je suive son contenu? Et bah, pour ça, malgré tout, il faut pouvoir accompagner l'utilisateur au travers de son parcours. Et il y a une stat qui est intéressante, c'est que plus d'un Français sur deux, en tout cas plus de 50% des utilisateurs, se sentent plus enclins à acheter s'ils peuvent contacter l'entreprise. Et ça fait lien avec un sujet qui est hyper important, c'est le sujet du service client. À plus petite échelle sur les réseaux, on peut l'appeler la modération, parce que le réseau social au départ n'est pas prévu pour faire du service client. Mais malgré tout, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer à ces plateformes-là et qu'il faut absolument réfléchir avec. Et aujourd'hui, 41% des consommateurs utilisent une méthode conversationnelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer en contact soit par des commentaires, soit par un message sur une story, soit par un message directement à la marque lorsqu'ils veulent faire un acte d'achat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vraie demande du client ou de l'utilisateur pour être accompagné par la marque. Et tu regardes, seulement 21% des sociétés ou des entreprises estiment faire du bon travail sur le service client sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un vrai gap à aller combler par rapport à ça. Donc, on était sur la proximité, maintenant l'authenticité et la transparence. Ça, c'est le véritable cheval de bataille parce que pour créer de la proximité, il va falloir être authentique et surtout être transparent. On le disait tout à l'heure, on veut avoir un sentiment d'appartenance quand on est consommateur. Et malgré tout, le seul moyen de le faire, c'est d'ouvrir ses portes et d'être transparent par rapport à tout ce qu'on va faire. Les consommateurs, ils sont 88% à juger que l'authenticité, c'est le différenciateur principal dans l'acte d'achat. C'est-à-dire qu'une société qui paraît authentique va les amener à acheter. Par contre, s'ils tombent sur quelqu'un ou sur une société, une marque, où ils sentent qu'ils sont un peu floués ou que le message, c'est un peu bullshit, et grosso modo, ils vont pas passer jusqu'au bout du processus d'achat. 44% jugent que la performance d'une marque et qu'une marque qui est jugée performante, si on peut le traduire comme ça, est liée à la transparence que celle-ci offre à ses utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important, comme l'authenticité, effectivement. Donc, on peut prendre différents exemples. Tu vois, Avril, qui est dans le message de la transparence en disant: nous, on ne fait plus de soldes, on baisse nos prix à l'année et on a des prix qui sont réguliers toute l'année. Ça, c'est un message authentique, transparent et qui plaît à ses consommateurs pour le coup. Dove, qui lui a pris un parti pris dans l'authenticité à dire: toutes mes campagnes photos qu'on va publier, plus de retouches. C'est-à-dire que toutes les photos qu'ils vont publier, c'est des photos prises one shot, il n'y a pas de retouche derrière et on est purement dans l'authenticité de la personne, le corps de l'être humain, que ce soit un homme, une femme, comme il est au moment M. Et ça, pareil, c'est des messages qui sont hyper bien reçus de la part des consommateurs. Et plus globalement, c'est Biril. Biril, qui va un peu à l'encontre de tous ces termes qu'on a, donc le instagrammable, le contenu instagrammable, ou alors le post LinkedInable. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est la belle storytelling qu'on peut raconter sur LinkedIn? Et Biril prend un peu le contre-pied de tout ça, et c'est pour ça aussi, depuis quelques mois, qu'il explose. C'est parce que les gens cherchent un petit peu à de l'authenticité et pas de paillettes devant les yeux, quoi. C'est ça. Même si au moment où on prend notre photo, on est dans les toilettes, il faut prendre sa photo. Alors du coup, Exactement. Tu as 2 minutes pour prendre ta photo, si tu veux pouvoir voir le contenu des autres. Et enfin, du coup, le côté responsable, l'environnement et le bien-être, des comportements responsables, parce que c'est des sujets qui vont rassembler. Et
on ne pourra pas diviser une communauté si on parle de sujets sociétaux qui rassemblent autant de monde aujourd'hui. 82% souhaitent que les marques se sensibilisent au bien-être et à l'environnement. Je trouve ça hyper paradoxal parce que si tu vas un tout petit peu plus loin que la phrase en elle-même, ça veut dire que pour 82% d'entre eux, des personnes qui ont été interrogées, ils ont l'impression que les marques ne sont pas sensibilisées à ce sujet-là. Donc je pense qu'il y a au-delà de la sensibilisation, il y a un vrai manque de communication de la part des sociétés sur les actions qu'on peut mener au quotidien ou qu'on peut avoir comme directive pour répondre aux problèmes environnementaux. Ouais. Tu vois, si je prends un exemple tout bête, alors vous aurez certainement une belle annonce à venir sur les réseaux de Jumpstart bientôt. On a répondu à un appel d'offres qu'on a remporté. Je ne peux pas encore donner le nom et le sujet. Mais dans l'appel d'offres, ils nous ont demandé de créer une politique RSE. Sauf que, on l'a vu, nous, on a à peine 2 ans d'existence. On n'a pas réfléchi à ces questions-là, etc. Donc, autant dire qu'on n'a pas de politique RSE, quoi. Et puis, du coup, je me suis posé dessus. Et en fait, en prenant 1 heure, 2 heures à réfléchir à ce qu'on faisait au quotidien, aux directives qu'on avait, au télétravail, à plein de choses, je me suis rendu compte que j'ai pu construire 2 pages autour d'actions qu'on menait au quotidien pour favoriser l'environnement. Et juste en creusant un petit peu, on a toujours du sujet à communiquer dans ce sens-là. Carrément. On a fait le travail aussi, on s'est fait accompagner par un label, on s'est fait labelliser Positive Workplace. Et c'est vrai que tu as des sociétés qui t'accompagnent à matérialiser, mettre noir sur blanc un peu tout ce que tu fais de bien en te mettant une note. Je vous ai partagé le lien dans le chat, mais c'est vrai que c'est pas mal de le faire. Et après, d'essayer de diffuser régulièrement des bonnes pratiques sur ce sujet-là à nos clients, notre communauté. C'est vraiment important. Oui. Ouais, complètement. Donc, on voit près d'un tiers d'entre eux vont officialiser leur engagement à travers leurs actes d'achat. Donc, malgré tout, c'est quand même un chiffre qui est pas à mettre de côté. Et juste un petit exemple, par exemple, de choses qu'on peut faire tout bêtement, c'est l'entreprise Rouge-Gorge qui, à travers son Instagram, a créé une story à la une. Donc, c'est une story qui reste de façon permanente en mettant à l'intérieur l'ensemble des actions RSE qu'ils ont décidé de prendre. Donc, c'est tout bête, ça prend pas beaucoup de temps. C'est quelque chose qui reste dans le temps, que tout le monde peut voir et qui permet d'offrir un peu de transparence par rapport à ce sujet-là. Ouais, mais il y a Respire aussi qui fait des trucs pas mal. Elle cumule tout. Elle fait des Justine Hutto, là, elle fait des vidéos. Elle se prend en vidéo en permanence en train de faire ses cours, je sais pas quoi. Elle fait tout avec et ils sont au taquet sur le côté RSE, responsable, santé et tout. Et c'est pour ça aujourd'hui aussi qu'elle cartonne. Hein. Exactement. Faut pas se le cacher. Pour terminer, du coup, comment on le met en place cette stratégie PAR? Et tout simplement en ouvrant les portes de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va falloir montrer l'envers du décor, mettre en avant vos équipes, parler de vos actions et des virages pris, comme on l'a dit sur le côté environnement. Il ne faut pas oublier que quand on est sur les réseaux, ça veut dire qu'on accepte un peu de s'ouvrir au monde et s'ouvrir à nos consommateurs et qu'il faut dans ce cas-là accepter d'en donner un petit peu plus que ce qu'on aimerait contrôler. Et donc, il y a 2 exemples pour ça qui sont assez parlants. C'est Michel et Augustin. Michel et Augustin, finalement, on connaît à peine qui c'est, ou en tout cas, on connaît aussi bien toutes les autres personnes à l'intérieur de Michel et Augustin que Michel et Augustin eux-mêmes. Parce qu'ils mettent vachement en avant leurs collaborateurs. Il y a aussi Golf Healer, qui est une petite société de recyclage de balles de golf, qui travaille beaucoup sur TikTok, qui a un gros contenu sur TikTok qui est hyper intéressant. Si vous voulez aller les voir, c'est super sympa. Et ils vont être vraiment hyper transparents sur leur méthode de fonctionner. Alors, eux, ils poussent le truc au maximum. Hein. Ils vont dire même combien ils gagnent, combien ils ont de bénéfices à la fin de l'année, etc. Donc, ils poussent vraiment la chose au paroxysme. Mais c'est intéressant à mettre en avant. Organiser des contenus authentiques en minimisant les retouches, par exemple comme Dove, ou en développant le live dans ces plateformes. Pas hésiter à utiliser de l'Instagram Live, du Twitch, si jamais vous n'êtes pas sur Twitch, pas hésiter à regarder ce que vous pouvez faire là-dessus, ou du TikTok Live, c'est un peu la nouvelle fonctionnalité qui est possible, mais d'offrir du contenu live pour que ce soit beaucoup plus authentique aussi pour les communautés que vous voulez toucher en fait. Et enfin, miser du coup sur l'UGC, parce que les stratégies doivent s'imbriquer les unes avec les autres, mais l'UGC et le marketing d'influence va pouvoir vraiment vous aider sur la recherche de proximité, d'authenticité. Parce que c'est un marché qui se professionnalise sur la partie influence et ça permet aussi d'organiser des rencontres avec vos communautés et d'augmenter un peu ce taux d'appartenance que peut avoir la personne. Donc, deux petits exemples. Rhinosheet, par exemple, qui s'est construit à 90% uniquement sur de l'ADS et le marketing d'influence. Et ils ont fait tout leur business model là-dessus et aujourd'hui, c'est une place très, très forte de l'accessoire pour smartphone. Ou encore Only Lyon qui a fait une campagne publicitaire dans les métros de la ville
où ils affichaient, ils prenaient des photos un peu au hasard de personnes dans les métros, etc. Ensuite, ils faisaient signer le droit à l'image. Et c'est ces photos-là qui étaient placardées dans les métros de Lyon. Donc, super sympa comme initiative pour incorporer l'utilisateur dans la com. Top. Et du coup, on arrive sur le petit moment des tips bonus pour terminer le webinaire, en tout cas pour ma part. On en a prévu 4. On en a prévu 4. Le premier, c'est surtout de penser au recyclage des contenus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien, c'était une bonne remarque. C'est que aujourd'hui, tu vas créer une vidéo, tu vas la publier, et puis il faut réfléchir un peu plus loin que ça en se disant, OK, cette vidéo, comment je peux la réutiliser dans d'autres formats, pour d'autres plateformes, ou sous d'autres formats, ou sous d'autres concepts totalement différents. Par exemple, un webinar, est-ce que tu pourrais pas le détacher en petites capsules de 15-20 secondes sur des moments intéressants que tu pourrais rebalancer en Reels, par exemple? Ou Exactement. alors te dire: «Bon, bah, je capte juste la parole et j'en fais un reels, mais sans image, juste en podcast, sous-titres, accompagnés des petits sous-titres qui vont bien». Ça peut être une solution. Mais pensez au recyclage des contenus, ouais. C'est assez lié puisqu'on vient de l'évoquer, c'est penser aussi aux sous-titres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de la moitié, voire même 2 tiers des vidéos qui sont vues sans le son. Donc ne pas mettre de sous-titres, c'est comme tuer son message qu'on veut mettre à l'intérieur, on a 2 chances sur 3 qu'il soit pas compris et lu de la bonne manière. Surtout qu'il y a plein de logiciels pour générer les sous-titres, donc Oui, autant en profiter. exactement, il y a plein d'outils pour ça. On l'a dit tout à l'heure, bah, anticipez et programmez vos posts pour gagner du temps parce que les réseaux, c'est quelque chose de très chronophage. Et si on n'est pas en anticipation et qu'on programme pas à l'avance, c'est quelque chose sur lequel on va perdre énormément de temps et surtout qu'on risque de se faire rattraper par les calendriers éditos qu'on n'aura pas mis à jour, en fait, tout simplement. Donc pensez à anticiper vos programmes, vos posts, pardon. Et enfin, le dernier tips bonus, parce que bah, j'ai commencé par de la pub, donc je finis par un peu de pub, désolé Julien. Mais pensez à bien vous entourer. Si jamais vous n'avez Malin. pas les ressources en interne, allez vous faire accompagner soit sur du conseil, soit sur vraiment de la gestion opérationnelle pour gérer vos réseaux et vous orienter sur le contenu que vous pouvez mettre en place. Trop fort. Super. Top. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. On était bon là, non? On est Je pas pense, mal. hein. Je Ouais, c'est pense. pas mal. Alors, il reste 5 minutes du coup. Comme ça, je te laisse Déroule. prendre en compte les différentes questions que tu vas retrouver sur le chat. Comme ça, tu prends Ouais, celles qui reviennent le plus. Je vais vous faire la petite démo de comment on est organisé chez Pilotine pour que vous puissiez avoir un petit retour d'expérience. Allez, il me reste 4 minutes. Top chrono. top. C'est parti. Alors, déjà, au niveau de notre stratégie de communication, donc chez Pilotine, il y a Romain et Choucrou chez nous, donc les 2 personnes qui bossent sur notre stratégie interne, qui ont fait un super document récap. Alors, j'avais déjà fait une version avant, mais qui était horrible. Ils ont fait un truc génialissime où on va retrouver l'intégralité de notre stratégie de community management et emailing et tout ça sur ce doc. Donc, on a un doc qui fait quand même 108 slides, mais au moins, on a matérialisé tous nos process là-dedans. On va retrouver les réseaux qu'on utilise, donc comme je disais, LinkedIn, Insta, YouTube, Facebook et Behance qui sont en plus. Tout ce qu'on fait en marketing automation, en gestion de formulaire, scoring, rapport, tout ce qu'on fait en SEO et ainsi de suite. Donc, du coup, on retrouve tout là-dedans, on retrouve nos personas, on retrouve nos méthodes ou autres. Donc, comme ça, si demain, il y a une nouvelle personne qui arrive dans l'équipe, elle sait exactement ce qu'on a à faire, comment on doit le faire, quand on doit le faire et tout ça. Donc, c'est plutôt pratique. Je vous disais, aujourd'hui, nous, on utilise principalement LinkedIn pour faire notre acquisition. Et comme tu le disais, alors le UGC, on a encore du taf à faire, mais nous, on est énormément sur ta dernière partie, là, le PAR, Ouais. où on va faire beaucoup de proximité, on va faire beaucoup d'humains. Et donc, typiquement, pour raconter une chose, on dit toujours que c'est quelqu'un chez nous qui raconte quelque chose. On va mettre en avant Loïc, on va mettre en avant des guides qu'on peut créer, on va mettre en avant les équipes. Donc là, c'est l'équipe de gestion de projet. On va mettre en avant Kezia ici pour expliquer la refonte du site ou autre. Donc, on fait énormément de travail sur la mise en avant des personnes de l'équipe pour au final raconter la même chose. On aurait pu dire signer la direction, et ben non, on dit c'est signé Estelle, c'est signé Loïc, c'est signé Kezia, c'est signé Choucrou et ainsi de suite. Ce qui va vraiment mettre en avant tout le monde et du coup, ce qui va créer cette proximité qui facilite la discussion avec nos prospects. Donc ça, c'est bien, c'est-à-dire qu'on s'assure de la visibilité à travers plein de trucs. Donc on fait ça sur Instagram, pareil, on fait beaucoup d'humains. On va mettre notre raclette, on va mettre nos machins, nos bidules, on va mettre en avant aussi nos clients, nos références pour montrer notre expertise. Donc nous, on appuie sur notre expertise, on appuie sur les membres de l'équipe pour dire, voilà, on est dans de la prestation de service, du coup, on est humain avant tout. Donc en gros, faites-nous confiance, vous allez voir, on est super sympa.
Mais ça, c'est la première partie de notre pyramide, puisque derrière, eh bien, on doit générer des leads. Et pour générer des leads, en fait, tous ces contenus, le but du jeu, c'est qu'ils ramènent vers des contenus téléchargeables où les gens vont mettre leur adresse mail. Typiquement, le premier sur lequel vous êtes en ce moment même, ce sont des webinars. Donc là, par exemple, on organise d'autres webinars sur la page Pilotine/webinar. On retrouve tous les webinars qu'on va faire. On va en faire un sur WordPress, on va en faire un sur le SEO avec ChatGPT, comment booster votre SEO et profiter tout en faisant attention aux erreurs qu'on peut faire avec ChatGPT et tout ça et l'automatisation. Sacré Mais du outil, ça coup, d'ailleurs. ouais, du coup, on capte énormément de leads à travers les webinars. On va capter des leads aussi à travers nos ressources. Du coup, on n'hésite pas à créer beaucoup de contenu. C'était ta première partie là. Tu disais Mm. créer du contenu, comme ça vous allez pouvoir le réutiliser. Donc, par exemple, nous on fait des modèles de cahier des charges. On a d'autres livres blancs ou templates ou des articles de blog sur lesquels on va mettre en avant des contenus premium à télécharger. Par exemple, si je vais sur livre blanc ici, on va retrouver des guides sur le référencement naturel, on va retrouver des guides sur les réseaux sociaux, on va retrouver des guides sur à peu près plein de sujets. En fait, c'est tous les sujets sur lesquels nos clients, nos prospects nous posent des questions quotidiennement et du coup, on va faire plein de contenus complètement gratos. Mais pour le télécharger, il faut mettre un petit adresse email et c'est grâce à cette adresse email après qu'on va pouvoir relancer les gens intelligemment via de l'emailing bien pensé. Et c'est aujourd'hui voilà, notre machine à lead, entre guillemets, à travers les réseaux sociaux. C'est que les réseaux sociaux nous apportent toute la visibilité, nous apportent la crédibilité et les réassurances qu'il faut pour ensuite emmener les gens vers un tunnel d'acquisition qui est plutôt sous forme de contenu premium, donc des webinars et des guides. Et c'est là où on arrive à faire notre petite magie. Et après, derrière, les gens pensent à nous en priorité quand ils ont une refonte de site à faire. C'est hyper Voilà, le intéressant. petit partage d'expérience. Et dernier truc, c'est que nous, on gère notre planning éditorial du coup sur Notion. Ok. Et donc, typiquement, voici le planning de janvier. On voit ce qu'on doit faire sur Instagram, sur LinkedIn et tout chaque jour. Et on voit ce qu'on doit faire en février aussi. Donc là, Romain a pris un petit peu d'avance. Et je crois qu'en mars, pour le coup, on n'y est pas encore. Voilà, comme quoi, ça se construit tout ça petit à Ouais, mais petit. c'est bien. On Déjà, essaie tu as un toujours mois d'avoir d'avance. un mois et demi d'avance et tout. Ouais. C'est pas trop mal, effectivement, pour pouvoir gérer un petit peu de tout ça. Donc voilà, Ah, c'est pas mal, au ouais. niveau des petits retours Nous, tu vois, d'expérience. sur l'outil, ça peut peut-être donner aussi d'autres idées si les gens, comme ça, auront la possibilité soit d'aller sur Notion. Nous, je sais aussi qu'on utilise aussi ClickUp, qui est hyper intéressant Ouais. comme outil. C'est un outil collaboratif où vous allez pouvoir gérer vos projets et mettre en place ces calendriers édito, faire aussi des contrôles de temps pour bien vérifier que les projets que vous avez vendus sont dans les clous du temps que vous avez vendu. Et pour la gestion des réseaux, c'est super intéressant parce que les gens peuvent, ça fonctionne par commentaires, remarques, etc. Donc c'est hyper intuitif et c'est pas mal aussi, ouais. Ok. Alors, juste avant que tu répondes aux questions, s'il y en a certains qui doivent partir, parce que là, ça va être le moment des questions-réponses, n'hésitez pas à laisser un petit message pour dire ce que vous avez pensé de ce webinaire et potentiellement si vous êtes intéressé de recevoir la présentation ou pourquoi pas qu'on partage un template de stratégie de communication ou un truc comme ça, voir un peu ce qui pourrait vous intéresser dans les contenus dont on a parlé. S'il y a des choses qui vous chauffent, n'hésitez pas à le mettre maintenant, comme ça on se dit bah tiens, ça vaut le coup de faire un guide sur le sujet parce que ça intéresse tout le monde. Donc allez-y, donnez-nous des idées de contenu à créer, on vous les enverra avec grand plaisir. Et puis Benjamin, c'est à toi. Je ne sais pas si tu as vu des questions Ouais, qui j'en ai vu méritaient une ou encore deux. réponse. Vas-y. J'en ai vu une ou deux. J'ai vu quelqu'un qui demandait si Twitter était intéressant. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Twitter du tout Ouais. pendant le webinar. Alors, c'est vrai que Twitter, une des particularités, c'est qu'il faut une grosse force de réactivité quand on va se lancer sur Twitter parce que c'est ce qui paye beaucoup sur Twitter, c'est le contenu réaction à chaud. Et si on fait que du contenu froid, comme on peut plus avoir l'habitude de le faire sur Instagram ou Facebook, ça va pas forcément très bien marcher. Ouais. Donc Twitter peut être hyper intéressant parce qu'en plus, il fonctionne énormément bien sur la vidéo, mais il faut avoir cette capacité de faire du contenu chaud et surtout de le poster de manière réactive. Ouais, enfin, dans l'hyperréactivité, ça prend un temps de dingue. Donc, nous, en B2B, on s'est dit, laissons tomber. Mais pour tout ce Ouais. qui est médias et tout ça, ça marche très bien. Mais sinon, Ouais. ou quand on est une association qu'on fait de la veille, des trucs comme ça. Mais sinon, c'est beaucoup de taf, quoi. Ouais, carrément, ouais. Et j'avais vu peut-être une deuxième question qui était intéressante. C'était souvent la question qui revient. Euh, Est-ce qu'il est intéressant de faire plusieurs comptes? C'est-à-dire de se dire, bah, je sais pas, Pilotine, vous avez Pilotine formation et puis Pilotine website, etc. On a eu le débat justement il n'y a pas très longtemps comme ça avec un des clients. Ça donne un peu une anecdote comme ça aussi un peu illustrée.
qui voulaient mettre en place les réseaux dans leur société. Donc, c'est la société Waltefogel, pour pas les citer, mais de façon locale. C'est-à-dire qu'ils voulaient faire un test sur la région lyonnaise. Donc, on a rencontré le directeur de la région, etc. Et en fait, on lui a fait comprendre que tout le travail qu'on va faire sur ce compte-là, quand on va l'ouvrir sur un autre champ, en fait, le seul risque qu'on a à créer plusieurs comptes, c'est de diviser les communautés et de diviser notre message et la portée du message à chaque fois qu'on porte. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir, si on a vraiment 2 cibles ou 2 activités qui sont totalement différentes. Oui, là, de créer 2 comptes, ça a sa pertinence, mais de créer 2 comptes parce que soit on est dans des endroits différents ou parce qu'il y a 2 activités qui sont un peu conjointes, mais qu'on aimerait peut-être séparer, ou parce qu'on fait du B2C, B2B. Nous, on essaie toujours de trouver les solutions pour pas avoir à diviser les comptes, pour éviter justement ce sabrage des communautés et ce travail de retourner à zéro pour recréer tout de zéro. Ouais, bah en gros, c'est 2 fois plus de boulot, 2 fois plus d'efforts, 2 fois plus Bah, de budget. Donc, à vous de voir où vous souhaitez mettre votre effort, votre budget et votre temps, quoi. exactement, exactement. Il y avait d'autres Alors, questions du type, est-ce que je dois créer un compte entreprise ou un compte particulier quand je vais sur TikTok, ah oui, Insta, machin? Bon, je pense que tu as la réponse, vas-y. ouais, non, le but, c'est de créer le compte au nom de la société, tout simplement. Le but, c'est de créer le compte au nom de la société parce que c'est là où les gens vont s'identifier. Ils vont pas s'identifier je vais dire un nom au pif, Sarah Duvergne. Ils vont s'identifier à Pilotine. Alors, je pense que la question, c'est surtout, est-ce que finalement, je crée un compte entreprise ou un compte pro qu'on appelle, de toute façon, dans les 2 cas, Pilotine? Ah, ok, ok. Bah, ce qui est intéressant sur le réglage quand on est en compte entreprise, c'est qu'on a quand même beaucoup plus de retours de stats par rapport à ce qui peut se passer. Mhm. Euh, et ça, c'est quand même intéressant. Après, c'est vrai qu'il y a toujours ce frein des droits d'auteur sur les musiques, les choses comme ça, qu'il faut faire attention. Ouais. Mais nous, c'est vrai qu'on prône quand même d'avoir le compte un peu pro, Ok. quoi, quand même dessus. Bah, en plus, ce qu'on remarque, c'est que au début, il y a des gens, voilà, ils trouvent des petits trucs en disant, bah, je vais me créer un compte perso parce qu'il y a un peu plus de visibilité, machin. Mais à la fin, ça fait toujours has-been et puis on est toujours dans les choux 1 ou 2 ans après, quand au final la plateforme est devenue mature. Donc, il vaut toujours mieux Exactement. miser quand même pour une entreprise sur une page entreprise que Mm. sur une page perso. Parce que là, par exemple, toutes les entreprises qui ont une page perso sur Facebook, enfin, ça sert plus à rien, quoi. Oui. Alors que peut-être qu'à un moment, pendant quelques mois, ils ont eu un avantage et puis derrière, au final, ça se retourne contre eux. Donc, je Ouais, pense qu'il vaut mieux complètement, miser ouais. sur les entreprises. Et Complètement. aussi, miser sur peut-être le dirigeant ou un ambassadeur dans la boîte, Oui. ou là, qui aura la page perso, pardon. Mais du coup, c'est bien d'avoir du personal branding d'un côté avec, par exemple, le dirigeant ou la dirigeante, et Mm. de l'autre côté, d'avoir la page entreprise qui est vraiment sur une Exactement. page entreprise, un truc Exactement. pro, quoi. Et le seul, enfin, le réseau, je trouve, qui illustre le mieux ça, c'est LinkedIn. C'est qu'aujourd'hui, les taux d'engagement LinkedIn, si tu communiques que par la page de l'entreprise, ton taux d'engagement va quand même être assez bas. Comparé à si, par exemple, toi, Julien de Remaux, à un moment, tu vas prendre la parole pour Pilotine de temps en temps, Mhm. ça va faire vraiment amener une vraie effervescence sur le message que tu vas apporter. Et ça, LinkedIn le met vraiment bien en avant. Et nous, quand on va vendre du LinkedIn à nos clients, on leur dit, OK, on va gérer la page pro. Par contre, si vous le souhaitez, on vous accompagne sur comment est-ce que vous pouvez traiter votre page perso en lien avec votre activité. Parce Mhm. que c'est là où ça peut vraiment apporter de l'engagement. Ouais. Et dernier petit sujet. Après, il y a plein d'autres questions. On va voir si on peut répondre à tout. Mais par rapport, il y a plusieurs trucs en mode, mais ça prend du temps. Comment je vais faire? Du coup, il faut recruter quelqu'un en interne et tout ça. Donc, vous avez plusieurs possibilités, hein. Le premier, c'est vous dites, j'ai du temps, j'ai les compétences. Bah, allez-y, vous êtes des champions. Le deuxième, j'ai les temps, j'ai pas trop les compétences. Bah, du coup, c'est peut-être formez-vous. Vous pouvez vous former. Il existe pas mal de formations. D'ailleurs, pas petite promo, je vous mets un lien vers les formations Pilotine qui sont prises en charge à 100%. D'ailleurs, on peut bosser après derrière avec Jumpstart pour la réalisation potentiellement de ce type de formation. Et le troisième, c'est vous n'avez pas de temps, vous n'avez pas les compétences et vous souhaitez le déléguer. Et ben, c'est là où vous passez par des sociétés structurées comme Jumpstart, vous pouvez passer par des freelances, vous pouvez passer par d'autres mondes, mais en tout cas, il faut le déléguer. Mais Oui, oui, ça prend du temps. Chez Pilotine, on a choisi de ne pas le déléguer, de l'internaliser. Bah, du coup, c'est Romain qui s'en occupe. Vu qu'il est en alternance, bah, il est là en gros les 2 tiers du temps. Donc voilà, c'est un 2 tiers temps plein. En plus, il est aidé par des designers, il est aidé par moi aussi. Donc effectivement, si on veut que ça ait vraiment une vraie pertinence et que vous puissiez en tirer du retour sur investissement, ça prend du ouais. temps.
Donc, si je devais l'évaluer, on est quand même sur un équivalent temps plein chez Pilotine Ah oui. pour mettre en place tout ça. Et après, ça génère la moitié de notre business. Donc aussi, on ne va pas s'en plaindre. Mais du coup, ça remplace un commercial. Moi, j'ai préféré honnêtement chez Pilotine dire on a 3 personnes qui sont à peu près sur la communication et qui génèrent l'intégralité de nos leads plutôt que d'embaucher des commerciaux. Mais c'est hyper intéressant comme réflexion justement d'avoir ça. Alors heureusement que j'ai pas essayé de bosser chez Pilotine, je me serais fait refouler, mais non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, de réfléchir aussi à d'autres manières d'aller récupérer des leads chauds, froids, etc. C'est intéressant, Ouais. et c'est vrai que les réseaux peuvent le permettre, quoi. Ok, alors il y a plein d'autres questions. Y a-t-il un vrai intérêt, demande Mathias, de passer par la Meta Business Suite aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours compliqué? L'utilisation et les mises à jour? Parce que l'UX est bordélique. Meta Business Suite, on passe toujours ou Écoute, pas? ouais, nous on l'utilise au quotidien, tu vois. Pour être transparent avec toi, on n'utilise pas Swello, etc. ou Mhm. d'autres types d'outils qui vont permettre de tout programmer en même temps. Nous on utilise les choses en natif, donc la Meta Ouais. Business Suite pour Facebook, Instagram, etc. Et puis on va directement sur LinkedIn avec l'outil programmation. Nous, Ok. en tout cas, on n'a pas trouvé de frein là-dessus. Ok. Euh, S'il y en a qui ont des freins, peut-être pas hésiter à les faire remonter, parce que ça peut même être intéressant pour nous, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé aussi, hein. Mhm. Donc, contactez Benjamin sur LinkedIn en privé. Yes. Lunifer nous dit comment faire lorsqu'on a une cible française et anglaise. Est-ce qu'il faut que je publie tout en double en sélectionnant à chaque fois l'audience? Par exemple, sur Facebook, effectivement, on peut dire ça c'est pour les Anglais, ça c'est pour les Français. Mm. Bah, c'est pareil, ça prend 2 fois de temps, quoi. Donc, ça va voir. Bah, écoute, nous, pareil, tu vois, on a des pistes de réflexion, notamment sur le sport, tu vois, le sport qui hésite des fois à aller toucher à droite, à gauche en termes de pays. Nous, on part du principe que du moment qu'on va aller chercher de l'international, aujourd'hui, malgré tout, alors tout dépend aussi de l'activité, mais sur le vocabulaire qu'on utilise dans le wording pour des posts, généralement, tout le monde le saisit, le wording. On n'est pas sur des articles de Mhm. blog, etc. Donc, pour nous, du moment qu'on va aller toucher de l'international, c'est intéressant de mettre le wording en international. Ok. Et dernier truc sur ChatGPT, est-ce que vous l'utilisez, vous, au quotidien? Exactement, on l'utilise. On l'utilise. Alors, on l'utilise pas pour la rédaction de posts. Mhm. Ça, nous, on met quand même un point d'orgue de rester, en tout cas, on essaie de rester créatif par rapport à ça, etc. Par Mhm. contre, on l'utilise beaucoup dans l'approfondissement, tu vois, des connaissances qu'on pourrait avoir besoin dans les domaines de nos clients. Ça, on travaille par exemple dans de la charpente métallique ou dans le bâtiment, des domaines sur lesquels on n'a pas forcément l'appétence au départ. Et ben, on va beaucoup l'utiliser pour aller chercher de l'info et creuser un petit peu sur des notions, sur des façons de fonctionner dans leur domaine, etc. Donc, on utilise beaucoup pour ça et pour structurer un petit peu nos approches. Ok. ChatGPT, nous, on le trouve intéressant pour ça, c'est tout sur la partie structuration. Ok, top. Et du coup, il y avait quoi? Bon, il y en a qui demandent ton LinkedIn, donc je l'ai Ah, donné. nickel. Merci. ChatGPT, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bon, je pense qu'on est pas mal. Si jamais il y a une dernière question, allez-y. Sinon, bah, Benjamin, un énorme merci pour toute Merci à cette toi. expertise. Je ne sais pas si tu as vu, mais ils ont plein d'idées de contenus à créer, hein. Si tu veux créer des contenus, Yes. alors tu peux créer un template de planning éditorial sur Notion. Tu peux avoir un template de stratégie réseaux sociaux. Ah, si, il y avait une question, c'était est-ce qu'on peut programmer nos posts sur LinkedIn? Oui, ça y est, on peut. On peut. Sur le téléphone, notamment de mémoire. Ouais. Tu peux le programmer depuis pas si longtemps que ça de mémoire, mais ça y est, ils ont enfin mis l'option. Ok. Alors nous, on évite en général, nous sur les réseaux sociaux, d'utiliser des programmateurs comme Swello ou Tute ou tout. Parce que souvent, Mm. c'est marqué que ça a été envoyé par ça. Et puis après, on n'aurait pas assez de réactivité. Donc, vu que sur LinkedIn, par exemple, tout se passe dans la première heure, Oui. en général, on poste à la main. Et après, on va dire à tout le monde, allez, allez-y, allez mettre un petit truc et Ouais. tout au sein de l'équipe. Et après, on essaye d'être réactif et tout ça. Donc, nous, personnellement, vu qu'on n'en publie pas non plus énormément et qu'on gère pas 150 marques, parce qu'on se gère juste nous-mêmes, Oui. on évite d'utiliser. Mais c'est vrai qu'avant, il y a 5 ans, quand on faisait du community management chez Pilotine, on a tout arrêté depuis, on utilisait Agora Pulse et on l'utilisait pour nos Ok. clients. Mais c'est vrai qu'on essaye de privilégier la qualité aujourd'hui et les Et tu interactions, fais bien. justement. On Tu privilégie fais bien. l'engagement au surposting, quoi. Je ne sais même pas comment on Ouais. appelle ça, mais, Ouais. mais voilà.
Ouais, ouais, complètement. Et tu vois, alors je complète juste, je vois que Jordan, il a complété ma réponse. On peut apparemment planifier en perso, sur les pages Ouais, perso, mais pas sur les pages pro par contre. ok. Donc c'est intéressant à savoir. Ok, ok. Bon, eh ben, tip top. Je vous mets le lien si ça vous intéresse Génial. des prochains webinars. N'hésitez pas du coup à vous inscrire, notamment bah, pour ceux qui kiffent, enfin qui veulent savoir comment mieux utiliser ChatGPT. On en fait un sur le référencement naturel et ChatGPT avec Paul Grillet, qui est un gros expert SEO. Donc ça peut être hyper intéressant pour ceux qui s'intéressent au domaine du référencement naturel et de voir comment gagner du temps, énormément de temps, avec des outils d'automatisation. Encore un grand merci, Benjamin. N'hésitez pas à le Merci à contacter toi. si vous avez la moindre question sur la partie social media ou si vous voulez passer par Jumpstart ou juste voir combien ça pourrait coûter ou combien de temps ça pourrait prendre, je ne sais quoi. Il est à votre dispo pour ça. Et il Exactement. m'a dit en plus qu'il vous réservait une petite surprise. Donc, je vous laisserai découvrir la surprise en le contactant. Merci, Benjamin. Excellente Merci à journée. toi, À Julien. plus. Ciao, ciao. Allez, merci Tolu.